n'appartenait que moi, disait-il, de pouvoir relever en France la mémoire de Louis XVI à laver la nation des crimes dont l'avions souillé. Quelques forcenés et des fatalités malheureuses, les Bourbons étant de la famille et venant du dehors, ne faisaient que venger leur cause particulière et accroître l'opprobre national. Moi, au contraire, parti du peuple, j'ai soigné sa gloire en faisant en son nom sortir des ringues ceux qui l'avaient souillé. Et c'était bien mon intention, mais j'ai procédé avec sagesse. Les trois autels expiatoires à son déni n'avaient été qu'un prélude. Le temple de la gloire sur les fondements de la Magdalene devait y être consacré avec un bien plus grand éclat. C'était là près de leur tombeau, sur le osement même que les monuments des hommes et les cérémonies de la religion nous ont relevé au nom du peuple français la mémoire des victimes politiques de notre révolution. C'était un secret qui n'a pas été connu de plus de 10 personnes, mais encore avait-il fallu en laisser percer quelque chose à ceux qui dirigeaient l'ordonnance de cet édifice. Du reste, je ne l'aurais pas fait avant 10 ans, et encore il fallu voir les précautions que j'aurais employées comme tout eût été arrondi, les aspérités soigneusement écartées. Tous on peut y applaudir quand nous eût su faire. Tout consiste tellement dans les circonstances et dans les formes, continuait-il, que quand on n'aurait pas osé écrire une mémoire sous mon règne pour se vanter de la mort du roi, et-il a fait sous les Bourbons. C'est que j'eusse marché avec l'opinion publique peu long punir, tandis que l'opinion publique marchait avec lui pour le rendre inattaquable. Dimanche 19, mon fils et moi, nous nous trouvions levés de bon matin. Notre tâche avait été finie de la veille, et l'empereur ne devons pas me faire demander. De longtemps encore, nous avons profité de la fraîcheur du matin pour explorer notre voisinage. En remontant la vallée de Jamestown, il se trouve sur la droite de notre petit plateau de braillard un ravin très profond coupé de nombreuses crevasses à pic que nous y sommes descendus, nous sans beaucoup de peine, et nous sommes trouvés sur le bord d'un petit ruisseau limpide présentant une grande abondance de cressons. Nous nous sommes amusés comme un bourrisson à remonter le vallon et le ruisseau. Et après quelques sinuosités, nous avons bientôt atteint l'extrémité où l'origine formée par un énorme mur de rochers à pic les barres transversalement et du haut duquel tombait en forme de gouttières avancées une fort jolie cascade composée des eaux supérieures environnantes dont la chute dans le vallon désignait le ruisseau que nous avions remonté et qui roule parfois en torrent jusqu'à la mer. Cette cascade en ce moment s'est dissipée au-dessus de nos têtes en pluie fine ou vapeur légère. Mais dans les moments d'orage, elle doit verser à torrent et fournir des flottes qui sillonnent avec fracas les ravins jusqu'à la mer. L'ensemble formait pour nous un spectacle sombre, solitaire, mélancolique, tout à fait attachant, dont nous sommes arrachés qu'avec peine. Aujourd'hui était dimanche.
nous nous sommes trouvés tous réunis à dîner auprès de l'empereur. Il observa gaiement que nous formions le grand couvert. Après le dîner, le cercle de nous diversions n'étant pas grand, il demanda si nous irions ce soir la comédie, à l'opéra ou la tragédie. On s'est décidé pour le comédie et il a lu lui-même une partie de l'avare qui a été continuée par d'autres. L'empereur était enrhumé, il avait un peu de fièvre, il est rentré de bonne heure chez lui en me recommandant de le voir plus tard s'il ne dormait pas. J'ai accompagné les nôtres avec mon fils dans le retour à la ville. En rentrant, l'empereur était couché. Lundi 20, l'empereur, après son travail accoutumé avec l'un de ses messieurs, m'a fait appeler. Vers les 5 heures, il se trouvait déjà seul. Ces messieurs et mon fils étaient en partie pour la ville où l'admiral donnait un bal. Nous nous sommes promenés sur le grand chemin vers la ville jusqu'au point d'où l'on découvre en face la rade et les vaseaux et sur la gauche dans le fond de la vallée. Une jolie petite habitation. L'empereur l'a considérée longtemps, parcourant avec sa lunette les jardins qui ont semblé très soignés et où l'on voyait courir de fortes jolies petites enfants surveillés par leur mère. On nous avait dit que cette habitation appartenait au Major Hudson, habitant de l'île, celui-là même qui m'avait prêté la nouvelle registre. Elle était située au fond du ravin qui prenait naissance dans notre voisinage de Briars à la chute de la singulière cascade dont j'ai parlé précisément plus haut. Il a pris fantaisie à l'empereur d'y descendre. Il était pourtant près de 6 heures. La route est extrêmement rapide. Nous l'avons trouvée plus longue et plus difficile que nous ne l'avions pensé. Nous sommes arrivés tout haletant après avoir parcouru la petite demeure qu'on voyait bien être appropriée par humains qui comptaient d'habiter et non par celle d'un passager en terre étrangère. Après avoir reçu les politesses du maître, fait quelques compliments à la maîtresse, l'empereur songeait à quitter ce bon ménage. Mais la nuit était vaine, nous étions fatigués, nous avons accepté des chevaux qui nous ont fait regagner promptement notre cahute et notre dîner. Cette petite excursion et l'exercice du cheval délaissé depuis si longtemps semblait faire du bien à l'empereur. Il m'avait commandé d'aller une balle en dépit de ma répugnance. À 8h30, il eut la bonté d'observer que la nuit était fort obscure, le chemin mauvais qu'il était temps que je le quittasse, qu'il le voulait, et de gagner sa chambre où je l'ai vu se déshabiller et se mettre au lit. Il m'a commandé de nouveau de partir. Je le faisais avec un vrai regret. Je le laissais seul. J'ai brisé une habitude qui m'était devenue bien douce. Je me suis rendue à la vie à pied. L'admiral avait donné beaucoup d'éclat à son bal depuis longtemps. On ne cessait d'en parler. Il semblait vouloir persuader qu'il n'était que pour nous. Il nous y avait solennellement invités. Convenait-il d'accepter ou de ne pas y rendre? L'un ou l'autre pouvait également se soutenir. Les infortunes politiques n'imposant pas l'attitude de deuil domestique, il n'y
à nul inconvénient. Il peut même être utile de se mouvoir au milieu de ces geôliers. On pouvait donc prendre indifféremment l'un de l'autre parti. On se décida à y aller. Mais alors, quel rôle était lieu, celui de la sûreté ou celui de la trace? La première partie avait des inconvénients dans notre position. Toute prétention blessée devenait une injure. Les 50 n'ont présenté aucune à recevoir un homme de bonne compagnie, à qui elles sont dues et qui y est accoutumé. Les moindres politesses ne pas percevoir de celles qu'on n'obtiendrait pas. C'était sans doute le mieux. Je suis arrivé très tard au bal et suis sorti de bonne heure, très satisfait sous tous les rapports. Mardi 21, mercredi 22, l'empereur aux questions duquel je vais répondre souvent sur la ligne de conduite d'un grand nombre de ses ministres, des membres de son conseil, des officiers de sa maison durant son éloignement à l'île d'Elbe, m'a entrepris à mon tour à ce sujet, me disant: mais vous-même, mon cher, qu'avez-vous fait sous le roi? Que vous est-il arrivé durant tout ce temps? Alors, un rapport là-dessus, vous savez que c'est parvenir, c'est la seule pour bien classer ce que l'on dit et ce que l'on veut apprendre, et puis ce sera un article de plus pour votre journal. Ne voyez-vous pas, a-t-il ajouté en riant, que vos biographes n'auront qu'à prendre, ils trouveront tout à fait. Sur le voici mot à mot, j'ai bien peu à dire. J'ai commandé au 31 mars la 10e Légion de Paris, sert de corps législatif. Nous perdîmes dans la journée un assez bon nombre d'hommes. Dans la nuit, après la capitulation, j'écrivais à celui qui me suivait que je lui remettais ma légion, qu'à titre de membre de conseil d'État, je vais intérieurement ordre de me rendre d'ailleurs, mais que je n'avais pas voulu quitter ma légion au moment du danger, que ce qui venait d'arriver changeant les circonstances, j'étais curieux à de nouveaux devoirs. Au point de vue, je me jetais dans la route de Fontainebleau au milieu des débris de marmont et de mortier. J'étais à pied, mais je comptais y acheter facilement un cheval. J'éprouvais bientôt que des soldats en retraite ne sont ni justes ni aimables. Mon uniforme de garde nationale dans ce moment de désastre était au nid, ma personne maltraitée. Au bout d'une heure de marche, harassée de fatigue et de 2 ou 3 nuits blanches, n'apercevant autour de moi aucune figure de connaissance sans apparence de cheval que je puisse me procurer, j'ai pris le parti de rentrer tristement dans la capitale. La garde nationale fut commandée pour on est l'entrée triomphale des ennemis. Elle était menacée de fournir un service d'honneur après les souverains que nous avions vaincus. J'ai résolu d'être absent de ma demeure. J'avais mis ma femme et mes enfants en sûreté hors de Paris 1 ou 2 semaines auparavant, et je fus demandé l'hospitalité pour quelques jours à un ami. Je ne sortis plus que sous une mauvaise redingote. Courant les rues, les cafés, les places publiques, les groupes, je vais à cœur d'observer les hommes et les choses, et surtout de connaître le véritable esprit du peuple. Que des choses dans cette situation dont je fus le témoin. J'ai vu autour du logement de l'empereur de Russie des hommes distingués par leur règne et se disant français
se fait naire en sans façon au milieu de la multitude pour l'avenir à crier « Vive Alexandre, notre libérateur !» Je vis sur votre statue de la place Vendôme, fatigué, à épuiser tous les efforts de quelques misérables de la Ligue du peuple, soldés par des gens d'un grand homme. Enfin, je vis à l'un des coins de cette même place Vendôme, devant l'hôtel du commandant de la place, un officier de votre maison le soir même du premier jour, vouloir débaucher des jeunes conscrits pour un tout autre service que le vôtre, et recevoir de les leçons qu'ils ont dû leur faire rougir. S'ils en eux étaient susceptibles, nous doute que ceux dont je parle ici ne prononciation que je me trouvais en ce moment au milieu de la canaille. Et pourtant, je dois à la vérité de dire que du moins, ce n'était pas du tout de ce côté qui portait les turpitudes du jour. Leur acte était loin d'y obtenir l'approbation. Ils se trouvaient censurés, au contraire, pour la droiture, la générosité, les sentiments nobles descendus sur la place publique. Quel reproche je pourrais faire entendre si je répétais tout ce qui fut dit à cet égard. Votre Majesté abdiqua, je vais refuser ma signature à la décision du Conseil d'État. J'ai heureux alors, je ne sais trop pourquoi, devoir y supplie par une décision additionnelle. Le moniteur était plein chaque jour de pareilles pièces, mais la mienne ne mérita pas les honneurs de l'impression. Enfin, l'heure arriva, c'était désormais notre souverain. Un jour fut indiqué par lui pour recevoir ceux qui avaient l'honneur d'être présentés à la Louis XVI. Je fus aux Tuileries jouir de cette prérogative. Tout ce qui me diront ces murs naguère encore si plein de votre gloire et de votre puissance. Et pourtant, je me présentais sincèrement et de bonne foi. Je n'y voyais pas assez loin pour penser que vous duisiez jamais y reparaître. Les députations au roi se multiplieront à l'infini, une réunion de toute l'ancien. Marine eut son juge, répondit à celui qui me le transmettait, qu'aucun n'avait plus à cœur de se réunir à ses anciens camarades qui ne seraient pas parmi eux, de vœux plus sincères que les miennes, mais que les emplois que je vais remplir me plaçaient dans une situation particulière et délicate qui m'imposait la prudence de ne pas me trouver où le zèle d'un président pourrait employer des expressions que je ne pouvais, ni ne devais, ni ne voulais prouver de mon pensée, ni de ma présence. Plus tard, en dépit de mon chagrin et mon dégoût, je voulus, portant à la sollicitation d'anciens amis, songer à faire quelque chose en récomposer le Conseil d'État. Beaucoup de membres du dernier me diront qu'en dépit de mes conjectures récentes sur ce point, rien pourtant n'était plus facile que de s'y faire conserver, qu'il y avait réussi seulement en allant trouver le chancelier de France. Je ne me sentis pas le courage de dérober à sa grandeur un seul de ces moments et je me contentais de lui écrire que je vais été maître de requête au dernier Conseil d'État, que si ce n'était pas un motif d'exclusion pour faire partie du nouveau
Je l'ai prié de m'en placer sous les yeux du roi. Comme coussier d'État, je ne me ferai pas, disais-je, un titre à ses yeux de 11 ans d'émigration, ni de la perte de mon patrimoine dont la cause du roi je n'avais fait dans ce temps que j'avais cru alors être mon devoir et que toutes les fois que je m'en étais connu, je les avais remplis fidèlement jusqu'à leur extinction. Cette phrase me priva, comme on le pense même, de l'honneur d'une réponse. Cependant, la nouvelle situation de Paris, la vue des étrangères, les acclamations de tout genre me rendaient trop malheureux et je suivis comme un trait de lumière la pensée d'aller à Londres passer quelque temps aux prétentions amies capables de me procurer toutes les consolations dont je pouvais être susceptible, mais il me sembla que je retrouverais à Londres le même spectacle et les mêmes acclamations que m'avaient mis en fuite de Paris. Et c'était vrai. Tout y était fait de réjouissant ce spectacle au sujet de leur triomphe et de notre abaissement. Pendant que je me trouvais encore en fille à Paris, la nouvelle organisation de la marine, un de mes anciens camarades, j'avais perdu de vue depuis longtemps le chevalier de Grimaldi, se trouvait membre du comité de l'organisation nouvelle. Il passait chez moi, dit à ma femme qui était conduite par la surprise de n'avoir pas trouvé mes réclamations, que la loi me tenait le droit de rentrer dans le corps ou de voir ma retraite avec pension arrêtée, qu'elle devait me décider là-dessus. Et sans reposer sur son amitié, bien que le terme touchât à sa fin. Je fus plus sensible à cette marque d'affection qu'à la faveur qu'elle cherchait à me procurer. Toutefois, j'écrivais au comité, qu'ayant à cœur de pouvoir porter un habit qui m'était cher, je le priais de me faire accorder le titre de capitaine de vaisseau honoraire, que quant à la pension, j'y renonçais, ne me croyant aucun droit. Je revins à Paris. La divergence des opinions, l'irritation des esprits m'y parut extrême. Depuis longtemps, je m'étais fort retirée du monde. Je me confinais en ce moment uniquement dans mon ménage, au milieu de ma femme et de mes enfants. Jamais je n'avais été mieux mari ni meilleur père. Et peut-être aussi ne fus-je jamais physiquement aussi heureux. Un jour, j'ai lu un journal de débat dans l'extrait d'un ouvrage de M. Beauchamp. Le nom de quelques gentilshommes réunis le 31 mars sur la place Louis XV peut provoquer la royauté. Le mien se trouvait. Il était une bonne compagnie. Sans doute, mes enfants, ce n'était pas vrai, et j'avais beaucoup à perdre dans l'estime d'une foule des gens si avions pu le croire. J'écrivis donc pour prier de relever cette erreur qui m'attirait des félicitations que je n'avais pas méritées. Je m'étais rendu cette démarche impossible, disais-je, quelque traite d'ailleurs qu'elle peut me présenter. Commandant d'une légion de la garde nationale, j'avais contracté des engagements dont aucune affection sur la terre n'aurait pu me dégager. J'envoyai ma lettre au député Charles-Latour, que j'aimais beaucoup. C'était l'un des propriétaires du journal. Il ne voulut pas se prêter à sa publication par
pure bienveillance, je l'adressai au rédacteur. Il ne lancera pas par différence d'opinion. Cependant, la disposition des esprits annonçait une catastrophe inévitable et projet du faisait présager au Bourbon les sortes des Stuarts. Ma femme et moi, nous lisions chaque soir cette époque fameuse écrite par Hume. Nous l'avions commencé à Charles Ier et votre Majesté parut avant que nous eussions pu atteindre Jacques II. Ici, l'empereur ne peut s'empêcher de rire. Ce fut pour nous, continuai-je, un grand sujet de saisissement et d'anxiété que votre marche et votre arrivée. J'étais loin de prévoir l'honorable exil volontaire qu'elle devait me valoir par la suite, d'autant plus que j'étais alors plus connu de votre majesté et que les circonstances ni des événements même m'y ont conduit. Si je vais occuper le moindre emploi sous les rois, si même l'on me vu souvent aux Tuileries, ce qui était très simple et fort légitime, je n'eusse pas paru de longtemps devant votre majesté. Non que je me fusse rien reproché, que me veut pour vous nous ont été bien tendres, mais parce que je n'ai pas voulu passer pour un meuble de cour, où semblait toujours prête à incenser le pouvoir partout où il se présente. J'ai attendu l'emploi au lieu de me précipiter pour obtenir. Mais ici, je me trouvais tellement libre, tout au moins était en si parfaite harmonie qu'il me semblait que je faisais partie de ce grand événement. J'ai couru donc avec ardeur vers la première regard de votre majesté. Je me trouvais des droits à toute sa bienveillance et à toutes ses faveurs au retour de Waterloo. Les mêmes sentiments et le même zèle m'ont porté aussitôt et spontanément après de votre personne. Je ne l'ai plus quitté. Et si je ne suivis alors que sa gloire publique, je suivrai aujourd'hui ses qualités personnelles. Et s'il est vrai qu'ils m'ont coûté alors quelques sacrifices, je m'en trouve aujourd'hui payé au centuple par le bonheur de pouvoir vous le dire. Du reste, il serait difficile de peindre mon extrême dégoût en toutes choses durant les 10 mois de votre absence. Les mépris absolus des hommes et des vanités de ce monde, toutes les illusions détruites, chaque chose me semblait donne sans couleur. Tout me paraissait fini ou méritait à peine qu'on y attachât les moindres prix. Je virais sur la croix de 100 louis dont l'émigration, une ordonnance voulait qu'on la légitimât par un brevet nouveau. Je ne me sentais pas la force d'en faire la demande. Un autre ordonnait qu'on se fit confirmer le titre donné par votre majesté. Il me demeura indifférent de compromettre ce que j'avais reçu sur l'Empire. Enfin, l'homme écrivit du ministère de la Marine que mon brevet de capitaine de vaisseau venait d'y arriver, et il y est encore. L'absence de votre majesté fut pour moi un veuvage dont je n'avais dissimulé à personne ni les regrets ni la douleur. Aussi, j'en recueillais les fruits à votre retour, dont les témoignages de ceux que vous enterrions et de qui j'étais à peine connu
auparavant, au premier lever de votre majesté, c'est lui qui dirigeait par intérim les relations extérieures sortant de près de vous, mais prenant une embrasure de fenêtre pour me dire d'égreser mes bottes, qu'on allait peut-être me faire un voyage. Il venait de me proposer, me disait-il à votre majesté, ajoutant qu'il m'avait présenté comme fou, mais fou d'elle. Je désirais savoir de quel lieu il s'agissait. C'était ce qu'il ne voulait ni ne pouvait me dire. Je n'en ai jamais su davantage. Monsieur Régnant de Saint-Jean d'Angély m'est mis sur la liste des commissaires impériaux que votre majesté envoyait dans les départements. Je l'assurais que j'étais prête à tout. J'observais seulement que noble et émigré. Il suffisait de me prononcer par le premier venu pour m'annuler au besoin en tout temps et en tout lieu. Il trouva mon observation juste et n'y pensa plus. Un sénateur me demanda à votre majesté pour la préfecture de Metz, sa ville natale, suscitant même de moi ce sacrifice pour 3 mois seulement, disait-il, afin de concilier des esprits et mettre les choses en bon train. Un fin décret et le duc de Bassano me proposeront pour conseiller d'État et le 3e jour de son arrivée, votre majesté m'avait déjà signé. Jeudi 23. L'empereur était fort souffrant. Il est demeuré enfermé chez lui et n'a voulu recevoir personne. Il me fait demander sur les 9 heures du soir. Je l'ai trouvé très abattu, fort triste. Il m'a à peine dit quelques mots et moi, je n'ai rien osé lui dire. Si sa souffrance était physique, j'avais une vive inquiétude. Si elle était morale, mon chagrin était grand de ne pouvoir employer vis-à-vis de lui toutes les ressources dont le cœur abonde pour celui qu'on aime véritablement. Il m'a renvoyé au bout d'une demi-heure. Vendredi 24, l'empereur a continué d'être fort souffrante et de refuser de voir personne. À 7 heures, il m'avait fait venir pour dîner avec lui. On a servi sur une très petite table à côté de son canapé sur laquelle il est resté. Il a mangé assez bien. Il se sentait le besoin d'une secousse qui arriverait bientôt, disait-il, tant il connaissait sa constitution. Après dîner, l'empereur a pris les mémoires du maréchal de Villars, qui l'amusion. Il a lu tout autre plusieurs articles qui ont amené de ressouvenirs et plusieurs citations d'anecdotes. Samedi 25, l'empereur était encore souffrante. Il avait passé une mauvaise nuit. Il m'a fait venir dîner près de son canapé dont il ne sortait pas, mais il était évidemment mieux. Après dîner, il a voulu lire. Il se trouvait sur son sofa au milieu d'un grand nombre de livres. La rapidité de son imagination, la fatigue du même sujet ou le dégoût de relire sans cesse ce qu'il sait déjà lui faisaient prendre, jeter et reprendre encore tous ses livres les uns après les autres. Il finit par s'arrêter sur Iphigénie de Racine, faisant ressortir les perfections, indiquant et discutant le peu de défauts qu'on lui trouve, et il m'a renvoyé de ses bonnes heures. L'empereur, contre l'opinion commune, celle que je vais entretenir moi-même, est loin d'avoir une forte constitution.
Ses membres sont gros, mais sa fibre très molle, avec une poitrine fort large. Il est toujours enrhumé. Son corps est soumis aux plus légères influences. L'odeur de peinture suffit pour le rendre malade. Certains mettent la plus petite humidité, agissant immédiatement sur lui. Son corps est bien loin d'être de fer, ainsi qu'on l'a cru. C'est seulement son moral. On connaît ses prodigieuses fatigues. D'ailleurs, ses perpétuels travaux au détail, mais aucun souverain n'a gagné ses fatigues corporelles. Ce qu'on cite des plus fortes est la course de Valladolid à Burgos, à Forquetrier, 35 lieues d'Espagne, en 5 heures et demie, plus de 7 lieues à l'heure. L'empereur était parti avec une nombreuse suite à cause du danger des guerriers. À chaque pas, il resta du monde en route. Napoléon arriva presque seul. On cite aussi la course de Vienne au Cimmerie, 18 ou 20 lieues, où il fut déjeuner à cheval et revint aussitôt après. On lui a vu faire souvent des chasses de 38 lieues, les moindres étant de 15. Un jour, un officier russe arrivant en courrière de Pétersbourg en 12 ou 13 jours joignit l'empereur à Fontainebleau au départ de la chasse. Pour délassement, il eut la faveur d'être invité à suivre. Il n'eut garde de refuser, mais il tomba dans la forêt et ce ne fut pas sans peine qu'on le retrouva. J'ai vu l'empereur au Conseil d'État traiter les affaires 8 ou 9 heures de suite, élever la séance avec les idées aussi nettes, la tête aussi fraîche qu'au commencement. Je l'ai vu lire à Sainte-Hélène 10 ou 12 heures de suite des sujets abstraits sans en paraître nullement fatigué. Il a supporté sans ébranlement les plus fortes secousses qu'un puisse prouver ici-bas. À son retour de Moscou ou de Leipzig après l'exposé du désastre au Conseil d'État, il dit: on a répondu dans Paris que les chevaux m'en avaient blanchi, mais vous voyez qu'il n'en est rien, montrant son front de la main, et j'espère que j'en serai sporté bien d'autres. Mais toutes ces prodigieuses épreuves ne se sont accomplies, pour ainsi dire, qu'en déception de son physique, qui ne se montre jamais moins susceptible que quand l'activité et l'esprit est le plus grand. L'empereur mange très irrégulièrement, en général fort peu. Il répète souvent qu'on peut souffrir de trop manger, jamais devoir manger trop peu. Il est homme à rester 24 heures sans manger, seulement pour se donner à l'appétit le lendemain. Il boit bien moins encore. Un seul verre de vin, de madère ou de champagne suffit pour réveiller ses forces ou lui donner de la gaieté. Il dort fort peu et à des heures très irrégulières, se relevant au premier réveil pour lire ou pour travailler et se recouchant pour redormir encore. L'empereur ne croit pas à la médecine. Il ne prend jamais aucun remède. Il s'est créé un traitement particulier. Son grand secret avait été, disait-il depuis longtemps, de commettre un excès en sens opposé à son habitude de présenter. C'est ce qu'il appelle rappeler l'équilibre de la nature. S'il était depuis quelque temps en repos,
Il faisait subitement une course de 60 000, une chasteté tout en jour. S'il se trouvait au contraire surprise au milieu de très grandes fatigues, il se condamnait à 24 heures de repos absolu. Cette secousse imprévue lui causait infailliblement une crise intérieure qui amenait aussitôt le résultat désiré. Cela, disait-il, ne lui avait jamais manqué. L'empereur et la lymphe trop épaisse, son sang circule difficilement la nature. La douée de deux avantages bien précieux, dit-il. L'un est de s'endormir dès qu'il a besoin de repos, à quelque heure et dans quelque lieu que ce soit. L'autre, de ne pouvoir commettre d'excès nuisible dans son boire ou dans son manger. Si je te passais le moindre mot, mon tyran d'eau, disait-il, mon estomac rendrait aussitôt le surplus. Il vomit très facilement. Un simple tout d'irritation suffit pour lui faire rendre son dîner.